Sud Radio, édition spéciale. Bienvenue sur Sud Radio, émission spéciale, interview d'Emmanuel Macron ce soir sur France 2 dans cette deuxième partie d'événements. Cette émission présentée par Caroline Roux. Ça va Philippe David? Ça va très bien, heureux de vous retrouver Cécile. Et ben moi aussi ça me fait plaisir, vous m'avez manqué depuis hier. Oh ben, non c'est pas vrai. Je savais qu'elle tiendrait un propos. Et pour vous expliquer comment ça va fonctionner pendant une heure, on va commenter, en tout cas imaginer ce que Emmanuel Macron va pouvoir dire sur cette politique intérieure. À partir de 20h20, nous serons en direct sur Sud Radio avec forcément l'interview Philippe d'Emmanuel Macron. Absolument, il devrait prendre la parole entre 20h20 et 20h30. C'est encore pas tout à fait précis d'après les sources que nous avons. En tout cas, nos invités pour commenter. Quatre présidents, oui. Un président, notre président favori, Philippe Bilger, est avec nous, bien sûr, depuis tout à l'heure. Mais je vous en prie, Philippe. Non, mais allez-y. Avec Nicolas Corato qui est avec nous, président du think tank Place de la République. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bernard Cohen-Haddad, bonsoir, merci. Président de la CPME Paris-Île-de-France et du think tank Étienne Marcel. Et puis Amirouche Laïdi, bonsoir. Merci d'être là, entrepreneur et président du club Avero. C'est bien sûr vos appels 0826 300 300. Bienvenue, on est ensemble jusqu'à 22h. Les vraies voix Sud Radio. Alors messieurs, le premier module de ce débat d'avant interview présidentielle, on va parler de l'interview d'il y a 15 jours. Est-ce que vous avez été convaincu il y a 15 jours par Emmanuel Macron lorsqu'il parlait de politique internationale? On va commencer avec vous, Philippe Bilger, comme vous êtes chaud après 2 heures de vraie voix. Avec le terme de module, vous allez nous contraindre à une sorte d'élévation tout de même. On espère. Je vais essayer de ne pas faire descendre le débat. Non, moi je ne suis pas un spécialiste de politique internationale, mais il m'a semblé que la dernière prestation du président de la République d'abord était courageuse, parce qu'il n'est jamais évident face aux Français de commencer par la politique internationale, et il l'a fait d'une manière franchement en sincère. Matière internationale et à l'égard de l'Ukraine, je ne suis pas capable et je n'aurai pas l'impudence de lui jeter une pierre que je préfère conserver pour la politique intérieure. Nicolas Corato. Ça c'est fait. On a quand même testé ce nouveau concept d'émission politique qui est un ovni, parce que c'est entre la causerie au coin du feu de Valéry Giscard d'Estaing et puis les grandes envolées de Jacques Delors sur la construction européenne. Avec peut-être quelques graphiques de VGE également entre-temps. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt convaincant sur ce volet-là et qu'il y avait besoin de pédagogie. Je suis pas sûr que ça ait complètement convaincu les Français. Je pense que le président de la République, il est dans un schéma de rassurance. Bon. On est tous très inquiets. Je suis pas sûr que ça serve et ça nécessite nécessairement de nous rassurer. Moi, j'ai été encore une fois assez charmé par ce concept d'émission que je trouve pour le coup plutôt au côté bilan positif du service public audiovisuel, par la prestation du président de la République sur un sujet qu'il maîtrise, et encore heureux, mais je pense que le plus dur est devant lui, et notamment le plus dur est ce soir. Bernard Cohen-Haddad, souvent, lorsqu'il fait une allocution, on dit de lui qu'il est totalement insincère. Est-ce que là, justement, il a gagné en sincérité dans ce face-à-face? Alors, je ne sais pas s'il a gagné en sincérité. Vous savez, on a tendance à diaboliser les hommes intelligents. On diabolisait Nicolas Sarkozy, on diabolise Emmanuel Macron, et à l'étranger. On diabolisait même François Hollande. Je parle pas de François Mitterrand qui a été complètement on diabolise même des imbéciles. Souvent Philippe, il se diabolise tout seul. Mais par exemple à l'étranger, Mario Draghi, il ne faut pas croire qu'il était mieux aimé qu'Emmanuel Macron en Italie par rapport à nous en France. On a la même opposition et la même fracture. Moi, je crois que cette émission avait le mérite d'être à la fois didactique, puis c'était un message à l'étranger. Et je partage ce qui a été dit par Philippe. Je crois que, d'une part, je ne suis pas un spécialiste de l'international, mais Macron est aimé à l'international parce que c'est un technicien et c'est ça qu'il faut retenir. Amirouche Laïdi, il vous a convaincu il y a 15 jours?
Plutôt, oui. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est un dossier qu'il maîtrise. Simplement, ce que les Français aimeraient comprendre, c'est les interactions entre l'international et le national. On le voit bien sur le prix de l'énergie, on le voit sur l'immigration, sur les sujets liés à l'immigration. Mais le fait de cloisonner ou de travailler en silo, je pense que ça participe pas à une meilleure compréhension des choses du monde. Nicolas Corato, on va faire un tour, en commençant par vous, rapide. A-t-il perdu son sens politique? Certains posent la question. Et peut-il reprendre la main à l'occasion de l'interview de ce soir? Écoutez, je vais commencer par une analogie, une métaphore un peu picturale. Comme disait Daniel Arras, on n'y voit plus rien. C'est le sentiment que ça nous donne tout ça. Et pour rendre hommage à Soulages, j'espère que ce soir, du noir jaillira la lumière. Parce que je pense qu'on a besoin d'éclairage. On a besoin de savoir et d'être rassuré sur ce président dont la fonction principale politique est quand même de fixer un cap et de fixer une vision pour la France dans les 5 ans qui viennent. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, pour plein de raisons d'ailleurs dont il n'est pas comptable uniquement, mais pour plein de raisons, on n'y voit plus rien. En tout cas, les Français ont du mal à voir où il va, si il est censé savoir lui-même où il va, parce que les événements sont quand même compliqué à gérer. Mais on a besoin de cette lumière et de cette pédagogie pour savoir où va ce quinquennat et avec lui, où va la France. Bernard Cohen-Haddad. Moi, je pense que le président de la République peut reprendre la main s'il est moins clivant qu'au premier quinquennat. Je crois que ça va être ça, à mon avis, l'atout. S'il arrive, de toute façon, à dépasser sa capacité à avancer plus vite que les autres, parce qu'on est dans un monde fracturé, on est dans un monde qui doute, on est dans un monde où on n'a pas de visibilité à la fois en France, mais aussi à l'international. Et s'il veut demain apparaître comme un homme d'État, c'est sa capacité à rassembler et non pas à fracturer. Amir Rouch l'a dit. Oui, moi je pense que effectivement les interventions du président ce soir, il y a 15 jours, sont importantes, sauf qu'elles sont en retard par rapport au débat politique qu'on n'a pas eu pendant les présidentielles. Vous vous souvenez que le débat, il a été parasité par l'Ukraine, et il n'y a pas eu de débat présidentiel. Et là, finalement, 6 mois après, on est sur le dur, et le président, il débat avec les Français. Mais je pense qu'il y a eu un retard au démarrage, et que le président aurait dû avoir ces débats-là bien avant, et avec les Français comme avec les autres partis politiques. Philippe Bilger. Immédiatement après sa réélection, j'ai cru qu'en réalité, il allait se désintéresser du second quinquennat parce qu'il avait réalisé ce que je pensais être l'essentiel pour lui, une réélection hors période de cohabitation. Et pourtant, aujourd'hui, il me semble, pour répondre à votre question, que ça n'est peut-être pas lui qui a perdu la main délibérément, évidemment, c'est le fait qu'il se trouve confronté pour la première fois, sur tous les plans, à une situation que son intelligence et son talent ne lui permettent pas, pour l'instant en tout cas, de maîtriser. Il y a quelque chose, je trouve que votre question est fine, ça n'est quasiment vous concernant, mais il a du mal. Moi, si je peux me permettre, je vais juste rajouter, il est quand même comptable de ce qui arrive. Il est au pouvoir depuis plus de 10 ans. Il était ministre sous Hollande, président, là il ouvre un second mandat. On peut pas expliquer aux Français qu'on n'est pas comptable et qu'on maîtrise pas. Non, mais je vais rentrer dans le détail. Le rôle des politiques et le rôle des gouvernants, c'est aussi la planification. Ça n'est pas que la gestion quotidienne. Et on a l'impression que depuis quand même une décennie, on est sur de la gestion quotidienne. On va en parler avec les faits divers très certainement et le régalien. Mais on est beaucoup sur du quotidien et rarement sur de la prospective et de la planification. Et c'est peut-être le sujet de ce soir. Nicolas Corato, quand on entend des discrétions, des petits verbatims qui sortent, ils disent le risque c'est de donner l'impression de se disperser beaucoup. Est-ce que c'est peut-être l'erreur qu'il pourrait faire ce soir? Trop de sujets, trop de... C'est le risque de l'hyper-présidence. C'est le risque de ce président qui s'occuperait de tout. Pourquoi il s'occuperait de tout? Parce que son gouvernement d'aujourd'hui serait un peu transparent et empêché. Un gouvernement qui ne peut pas faire passer des lois à l'Assemblée nationale, c'est un gouvernement finalement qui n'est plus que le sous-traitant de la volonté présidentielle dans notre système de la Ve République. Donc oui, le risque, c'est que ce président s'empare de tous les sujets. J'ai entendu qu'il s'emparait du sujet de l'interdiction de la chasse le dimanche après-midi. Je ne suis pas persuadé que ce soit le sujet prioritaire pour les Français. Je ne suis pas persuadé que les Français attendent d'un président de la République qu'il s'occupe de ces sujets qui sont des sujets purement gouvernementaux. Aujourd'hui. Et son risque, effectivement, ce soir, c'est de faire du Macron, c'est-à-dire cet homme qui est omnipotent,
mais aussi omniscient, qui est capable de parler de tous les sujets d'une manière d'ailleurs assez brillante, voire très brillante. Mais c'est pas ça qu'on attend d'un président de la République, d'être brillant ou d'être brillant sur tous les sujets. On attend un cap, on attend le changement de logiciel qu'il nous a promis. Moi, j'ai compris qu'il avait peut-être jeté le précédent, mais pas trouvé le nouveau. Et puis le changement de méthode auquel il s'était engagé. Là aussi, j'ai pas vu la disparition de l'ancienne méthode et je ne vois pas apparaître nécessairement la nouvelle. Donc voilà ce qu'on attend de ce soir. Pas une dispersion. Surprenez-moi, c'est ça que vous attendez ce soir. Après, moi, ça m'a soulagé. Philippe Bilger a dit qu'on critiquait les gens intelligents, mais critiqué 2 fois en 10 minutes. Ouais, donc vraiment, ça a flatté mon ego, Cécile. Il y a toujours un gap entre ce qu'on dit et ce qui est la vérité. Là, au fond, est-ce que je peux me permettre de... Très court, oui. D'accord. Vous dites, au fond, il a tout de même été confronté à des situations dont l'urgence n'a pas été engendrée par lui. Mais là où je vous rejoins, c'est étrange cette méthode politique. J'ai l'impression que les problèmes structurels de la France à chaque fois n'ont pas été résolus, mais qu'en même temps, en permanence, il dit « ça y est, j'ai ordonné un plan d'urgence ». C'est les pédiatres, la bronchiolite et autre chose. C'est très étrange comme méthode. Ben vous restez avec nous. On revient dans un instant. On est dans l'urgence. Pour commenter en avant et voir ce qu'on peut attendre de cette interview sur France 2. Je vous rappelle qu'on sera en direct France 2 sur Sud Radio à partir de 20h20. Je crois que c'est aux alentours de 20h20, 20h25 si le président est prêt, bien entendu. En attendant, on commente avec nos éditorialistes du jour. Bienvenue sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 22h. À tout de suite. Sud Radio, édition spéciale. Bienvenue sur Sud Radio, émission spéciale interview Emmanuel Macron à partir de 20h20 en direct sur Sud Radio avec nos invités. Philippe Bilger est avec nous, Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France et du think tank Étienne Marcel et Amirouche Laïdi, entrepreneur et président du club Averros avec ce deuxième module, comme vous dites Philippe, sur la situation politique. La situation politique. Bernard Cohen-Haddad, c'est le 2e président de la 5e République à n'avoir qu'une majorité relative, après François Mitterrand de 88 à 93. Pas plus tard que cette semaine, le gouvernement a été sauvé par l'abstention de LR. Est-ce que c'est un président, on peut dire un président bancal, intégral ou un président bancal comme il n'a pas de majorité? Alors, c'est pas la première fois, Philippe. C'est la 2e. Qu'on utilise le 49.3. Ah oui, non, oui. Attention, parce que je parlais des majorités relatives. Oui, mais c'est ça aussi qu'il faut voir. Hein. C'est pas le seul qui a utilisé le 49.3. Manuel Valls l'a utilisé. En veux-tu, en voilà. C'est pas le premier président qui a connu une crise importante. Valéry Giscard d'Estaing, la crise du pétrole. Bien entendu François Hollande, Nicolas Sarkozy, surtout avec la crise des subprimes. Hein. Je rappelle qu'en 2008, on était en plein déficit mondial et qu'on a eu un vrai problème. Et là, c'était pas la maladie, c'était les entreprises qui étaient défaillantes parce qu'on couvrait des risques qui n'existaient pas. Est-ce que aujourd'hui, le président de la République a l'autorité pour pouvoir reprendre la main et surtout avoir une crédibilité régalienne? Moi, je crois que Jupiter est descendu de l'Olympe parce qu'il a été ébranlé, non pas au niveau international, mais je vous rappelle la crise des Gilets jaunes qui a stoppé un moment la politique progressiste d'Emmanuel Macron. Il ne faut pas oublier qu'on a eu un moment un séisme qui a été les Gilets jaunes, puis après la Covid-19. Donc pour moi, effectivement, aujourd'hui, la majorité relative, c'est une sorte de cohabitation, c'est tout simplement républicaine. Et c'est la première fois qu'un président qui se représente, donc qui est réélu quand même, ça fait longtemps que des présidents en quinquennat n'ont pas été réélus, dispose d'une majorité relative, mais d'une majorité relative républicaine. C'est-à-dire que paradoxalement, cher Philippe, ceux qui ont voté pour le budget et le plan le financement de la sécurité sociale, ce sont des députés républicains. Je vous renvoie à ce qui a été dit très justement par Éric Ciotti, c'est que les valeurs sont les valeurs et que le budget de l'État, il doit être voté quand il est bon, même si c'est pas le meilleur. Et là-dessus, il y a une fracture entre ceux qui sont, en tous les cas, pour et qui sont des partis de gouvernement et ceux qui sont aujourd'hui des partis de réclamation, voire tout simplement de préau. Amirouche Laïdi. Il a toutes les prérogatives d'un président.
il a toutes les prérogatives d'un président, et évidemment. Et moi, ce qui me gêne, c'est que au sujet du 49.3, c'est qu'on parle plus du 49.3 que du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Oui. Et ça, c'est un peu c'est un peu le problème des commentateurs politiques. On est un peu trop dedans. Les Français auraient aimé savoir ce qu'il y a dans le projet de loi de finances. On a parlé, mais très rapidement ou évasivement, de l'augmentation du salaire des profs. Dans le micro. Du salaire des profs. On a parlé aussi de l'augmentation du budget de la justice, je crois. Et je pense que c'est ça qui intéresse les Français. C'est pas le 49.3. Ça, c'est un jeu politique. Ce sont des joutes qui intéressent les commentateurs politiques et puis les politiques. Mais ça n'intéresse pas les Français aujourd'hui. Mais à Mirouche, on n'a pas un budget qui est un budget de récession. Et ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'on a un budget qui va dans l'avant dans une période où pourtant l'État est extrêmement endetté. Et c'est ça qu'il faut voir, parce qu'on va se demander, est-ce qu'on pourra tenir aussi longtemps? Mais les LR ont dit que c'était un budget insincère aussi. Mais évidemment. La question, c'était sur la situation politique, et je vous rejoins, Mirouche, c'est-à-dire on a l'impression que le gouvernement et le pouvoir sont obsédés par une alliance qu'ils considèrent comme contre-nature entre la NUPES et le Rassemblement national, comme si, de leur point de vue, c'était la chose capitale. Mais derrière, il y a tout de même le fait qu'ils ont une majorité relative, qu'ils ne savent pas comment rendre, j'allais dire, décisive à l'Assemblée nationale. J'ajoute quelque chose qui est peut-être trop psychologisant, dans la mesure où je n'ai pas la maturité politique de nos amis, c'est le fait que je crois que Emmanuel Macron a perdu très naturellement l'aura du premier quinquennat au sein de ses propres troupes. Ça, c'est tout de même pas négligeable, parce que ça apportait quelque chose au président qui était une sorte de matelas délicieux systématique, alors qu'aujourd'hui, au sein même de Renaissance, il y a des courants centrifuges, pour ne pas parler de l'impossibilité évidemment d'un troisième mandat. Nicolas Corato. D'abord dire que les Français aiment les contre-pouvoirs et détestent les pouvoirs qui ont trop de pouvoir. Et que la situation politique d'aujourd'hui, on peut se désespérer de certaines décisions ou non-décisions de l'Assemblée nationale, mais toutes les instituts d'opinion montrent que les Français finalement aiment assez cette situation politique. Qu'elle offre en tout cas un débat qui n'a pas eu lieu pendant les 5 dernières années et que voilà, ça leur va plutôt bien, tout comme la cohabitation leur plaisait énormément. On pouvait se désespérer du fait que pendant les cohabitations, les dossiers n'avançaient pas. Mais finalement, moi, c'est pas la première fois que je le dis, je pense que les Français ont besoin d'une pause dans les réformes et que celui qui en fera le moins sera peut-être que celui qui en fera le mieux. Deuxième chose quand même, sur le 49.3, on voit que ça ne permet pas tout. La loi de programmation budgétaire a été retoquée par l'Assemblée nationale. C'était une loi très importante pour le gouvernement et pour le président de la République, puisque c'est une loi qui est très attendue. Pour le loi vous parliez de planification, une loi très attendue et réclamée, notamment par nos partenaires européens. C'est pas neutre non plus, parce on va avoir besoin de l'Europe, on va avoir besoin des fonds de l'Europe pour faire tourner l'économie française. Cette loi, aujourd'hui, elle est dans les limbes. Dernier point quand même, sur la situation politique. Emmanuel Macron a été élu en 2017 et réélu en 2022 sur une promesse principale, il faut se rappeler, c'est faire barrage à l'extrême droite. C'est arrêter la progression de l'extrême droite dans ce pays. Sur ce sujet-là, la question de ce soir, c'est est-il encore capable d'empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen ? Et quelles sont les solutions que va présenter Emmanuel Macron pour convaincre les électeurs de ne pas voter massivement pour Marine Le Pen en 2027. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. Petite pause, bien entendu, et on continue de commenter cette interview qui sera en direct sur Sud Radio à partir de 20h20. On reviendra sur la communication, parce que ce soir, c'est un exercice de communication important, et on verra comment justement gérer quand on est un chef d'État aussi controversé, comment il y a falloir qui se place face à son interlocutrice. On revient dans un instant, vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio. Sucré. Sud Radio,
édition spéciale. Bienvenue sur Sud Radio, on est ravis de vous retrouver avec nos éditorialistes du jour. Il y a quelques instants, on parlait justement de cet exercice de communication ce soir à partir de 20h20 en direct sur France Télé du président de la République. Nicolas Corato, l'élément perturbateur depuis le premier quinquennat finalement, c'est un problème de communication. La communication, la surexposition, les réseaux sociaux que n'avaient pas les autres présidents avant et qui peuvent, à un moment donné, forcément déstabiliser un président. Pour moi, il y a peut-être deux éléments. Le premier, c'est que Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs ont surjoué la communication et abusé des méthodes de communication sans imaginer que le peuple français était un peuple suffisamment mature et éduqué pour lire à travers les éléments de langage et l'architecture qu'on leur présentait en termes de communication. Je pense que c'est une leçon à prendre pour tous les communicants de la place. L'époque est terminée. On raconte plus n'importe quoi à n'importe qui. Il faut maintenant parler. Et je pense que le Covid a été un moment de vérité très important dans la parole publique, qui a été assez mal géré en termes de communication par le gouvernement, mais qui aurait bien géré, ça c'est une autre histoire. La deuxième chose quand même qu'il faut dire, c'est que Emmanuel Macron, moi je le dis, n'a pas trouvé sa plume, c'est-à-dire il n'a pas trouvé les mots depuis son premier quinquennat pour parler au peuple français. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, qui a un projet, qui a une vision du monde, on partage ou on partage pas. Je remarque que jusqu'à présent, il n'a pas trouvé la forme qui permettait de convaincre de sa sincérité un peuple qui voit surtout effectivement un grand communicant, un exercice de communication, mais de manière très transparente. C'est-à-dire qu'on voit les ficelles. Les ficelles sont apparentes chez Emmanuel Macron et on n'arrive pas à lui faire acte de sa sincérité. Et ça, c'est très important quand on représente un peuple et quand on fait cet exercice-là. Donc on va voir ce soir s'ils font l'armure finalement. Philippe Bilger. D'abord, Emmanuel Macron, de mon point de vue, est tout sauf un tribun. Ça n'est pas un orateur, mais en revanche, je le trouve assez bon dans ses exercices d'empathie médiatique, où tout de même il a une dialectique, une argumentation qui peuvent convaincre. Deuxième élément, je crois qu'il se trouve confronté aujourd'hui, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, à une sorte d'aura qui s'est dissipée, et au fait qu'il a beau être un fabuleux prestidigitateur, il ne peut pas faire d'une réalité qui est médiocre un enfant et de l'or. Et donc, je crois que ça va être extrêmement délicat pour lui de démontrer qu'il y a encore de l'espérance dans ce second quinquennat. Et comme on aborde tout à l'heure, vous allez nous permettre d'aborder, de mon point de vue, la faillite principale, le régalien. J'arrête là. On va en parler juste après la exercice. Il est bon dans la communication pour vous, Bernard Cohen-Haddad ? Ça dépend parce que il est adulé par ceux qui sont de son camp, de sa sensibilité, et il est vraiment, il hérisse dès qu'il dit la moindre parole, ceux qui le combattent. Et ça, c'est vraiment, il y a une opposition, il y a un anti-macronisme, excusez-moi, primaire. La moindre parole, le moindre geste, la moindre manifestation, la moindre sortie dans un restaurant, c'est diabolisé, ou tout simplement c'est mis en exergue en disant le président des riches, comme Nicolas Sarkozy. Moi, je fais souvent les parallèles entre deux, si ce n'est qu'il y en a un qui était plutôt à droite. Macron n'a pas été élu sur la droite, contrairement à ce qu'a dit Nicolas Sarkozy ou ce que veut Nicolas Sarkozy dans le journal du dimanche. Macron, il a réussi à être élu avec des voix de droite et de gauche et du centre. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il fasse attention parce que sa parole peut être extrêmement positive pour ses fidèles, mais elle peut vraiment fracturer et faire en sorte qu'il réunit les oppositions. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu y compris dans la Covid-19 où certains comprenaient mal la politique de l'État. Amir Ouchlaïdi. Moi, c'est effectivement un exercice de communication, mais l'exercice de communication en politique, vous l'avez notamment en période de campagne. Et ce que je dis, je le répète. Sauf que là, vous avez tous les regards sur lui. Oui, mais il n'y a pas eu de campagne, il n'y a pas eu de débat, et il est à la recherche justement de ce second souffle qu'il aurait dû avoir au moment de la campagne. Et là, il est là à la recherche de son souffle justement, et il est un peu sur la défensive. Et donc, ça va être très compliqué cet exercice de communication quand vous avez loupé le vrai débat que les Français attendaient. Et c'est pour ça qu'un peu les Français sont déçus et qu'ils n'attendent rien, parce que le président est sur la défensive et qu'il est à la recherche de son souffle. Et puis les marges de manœuvre sont très faibles parce qu'on est endetté, on a des taux de prélèvement obligatoire à 44,3%.
Je ne vais pas vous reprendre la parole de Fillon, on est dans un État en faillite, mais quasiment. Quoi qu'il en coûte a eu un prix pour l'État. Les gens qui achètent de l'immobilier, qui achètent une maison, ils sont endettés aussi. Donc ça veut rien dire. Qui galope aujourd'hui. Mais peut-être, vous parlez de communication. Le premier échec de ce soir, c'est que voilà le président de la République française qui parle à une heure de grande écoute. Et très franchement, vous nous faites l'amabilité de venir en parler ici, mais c'est pas l'événement du jour. C'est-à-dire que je trouve quand même intéressant de noter, on a tous vécu dans notre jeunesse, match avec Marseille. Et jeunesse pas si lointaine que ça, des moments où effectivement, quand le président de la République parlait dans le poste, et ben effectivement, on s'arrêtait, on regardait. Moi, je constate qu'aujourd'hui, pardon, mais personne ne m'a parlé. Il y avait une seule aujourd'hui chaîne à l'époque. Personne ne m'a parlé aujourd'hui de l'émission de ce soir du président de la République. Mais là où je rejoins Amiro, vous arrêtez pas de le rejoindre. Hein. Non, mais on n'est pas dans les vraies voies. Hein. mais il y a une comparaison qui pourrait être faite entre François Hollande, paradoxalement, et Emmanuel Macron. François Hollande, qu'on voit partout ces derniers jours, ne se remet pas de n'avoir pas pu se présenter. Il nous fait la campagne qu'il n'a pas eue. Alors qu'Emmanuel Macron, vous le dites très bien, au fond, il a escamoté la campagne présidentielle, mais en définitive, il cherche à rattraper le retard et c'est plus possible. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Amiro, je l'ai dit. On a l'impression que ce qu'on vit avec Emmanuel Macron, en fait, c'est le référendum de 2005. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de trahison par rapport au grand débat qu'ils ne pardonneront jamais. Parce que ça revient assez souvent finalement dans les conversations de dire on vous a attendu là-dessus, on n'a jamais reçu le retour. Les Français ont de la mémoire, et évidemment qu'il y a eu le grand débat juste après les Gilets jaunes et qu'il en est rien sorti, et donc c'est difficile aujourd'hui de renouer avec la confiance effectivement sur la parole politique. Mais Macron c'est pas le seul aussi tributaire de ce genre de manque de confiance de la part de la population. Mais enfin on était quand même dans un grand déballage. On a fait quand même pendant des semaines et des semaines et des semaines un grand débat dont il n'est rien sorti en fait. Comme d'habitude, c'est aujourd'hui ce que je vous expliquais au début de l'émission, c'est qu'il y a la gestion du quotidien et puis il y a la planification. Et aujourd'hui, on n'a pas les politiques qu'on mériterait en matière de planification. Aujourd'hui, on a des enjeux qui sont colossaux. On en parlera, mais il y a des enjeux de régalien. Bon, il y a des problématiques de sécurité, d'immigration, mais il y a des problématiques aussi de mondialisation, avec des impacts colossaux sur notre vie quotidienne. On le vit tous, et on se dit, mais on a l'impression que les gens n'ont pas vu venir les choses. On parlait tout à l'heure de la pandémie. Évidemment que la pandémie, c'était pas quelque chose de programmable, mais le scénario de la pandémie était programmable et aurait pu être planifié avec effectivement un plan d'urgence qui aurait dû déjà être scénarisé. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui on navigue à vue depuis un certain nombre d'années, et les Français sont un peu dépités par cette situation. Il y a un sujet dont on doit parler, qu'on va faire sur 2 modules à cheval, celui-ci et le suivant, le régalien. Entre les affaires d'OQTF et l'insécurité qui explose, est-ce que c'est pas là-dessus qu'Emmanuel Macron va être attendu, Philippe Bilger? Alors, en fait, on a les détestations de ce qu'on a à être ses compétences. Moi, donc, j'ai toujours considéré que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a été très mauvais sur le plan régalien, parce que profondément, malgré les apparences, je continue à penser qu'il a, sans que ce soit offensant pour quiconque, encore beaucoup de gauche en lui sur le plan sociétal, et je dirais même sur le plan de la responsabilité de la liberté. Et le premier quinquennat a été, de mon point de vue, un désastre sur ce plan-là. Alors il a cherché manifestement, il cherche à rattraper ce retard. Mais c'est fait de manière tellement ostentatoire, de mon point de vue, que les Français comprennent qu'il s'agit d'un rattrapage artificiel, d'autant plus, et je termine, qu'au sein de ce gouvernement, il y a un ministre qui se rappelle qu'il a été très vertébré à l'époque où il était chez les Républicains, Darmanin, et qui est au fond une sorte de remords dans ce gouvernement, parce que lui, il est sincère sur le plan régalien, alors que les autres, finalement, suivent tout simplement parce qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas le choix, compte tenu des désastres qui gangrènent la France. Nicolas Corato, c'est le tendon d'Achille,
le régalien d'Emmanuel Macron? C'est le grand paradoxe du quinquennat d'Emmanuel Macron, du premier. Je vais être en désaccord avec Philippe Bilger, mais c'est plaisant d'être en désaccord avec Philippe. Emmanuel Macron a été un des présidents peut-être les plus sécuritaires de la Ve République. C'est un président qui a fait passer beaucoup de lois sur la sécurité, de réformes du code de procédure pénale, de réformes du droit d'asile. Finalement, quand vous faites le bilan des lois dites sécuritaires du premier quinquennat, pardon Philippe, mais moi je trouve que le bilan est plutôt très nourri. À mon sens, même trop. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est pas en faisant des lois, c'est pas en changeant la norme que vous allez accélérer la lutte contre la délinquance, la lutte contre l'insécurité. Donc effectivement, il y a un échec du régalien, mais pas par manque d'activisme politique ou législatif. Il y a un échec du régalien parce que dans ce pays, on n'a toujours pas compris que ce n'est pas la loi qui fait la norme, et qu'à un moment, on peut aussi agir sur le terrain politique, sur le terrain associatif, sur le terrain d'éducation. Donc effectivement, moi je demande pas plus de régalien, j'en demande peut-être un peu moins, et en tout cas peut-être qu'on donne les moyens à ceux qui sont censés faire appliquer la loi et les lois sur le terrain. Donc oui, de la répression des gilets jaunes à l'inflation législative en matière sécuritaire, ce paradoxe d'Emmanuel Macron, qui était un grand président sécuritaire de la Ve République, avec peut-être un bilan beaucoup plus en teinte, je veux dire, pour reprendre Soulage, peut-être, c'est plus l'outre noir, mais voilà, on bascule dans l'obscurité. 19h presque 41, les vraies voix de Sud Radio, émission exceptionnelle. On est avec vous jusqu'à 20h20, 20h30, on ne sait pas encore. Et avec nos 4 invités, on est très heureux avec Cécile d'être en votre compagnie pour décrypter de ce que va dire. Absolument. On a les meilleurs ce soir. On a les meilleurs, plateau de rêve, ce que va dire le président de la République. On écoutera son interview intégralement et on la décryptera après. On continue à parler de régalien dans quelques instants. Sud Radio, édition spéciale. Édition spéciale, on est jusque tard avec vous ce soir sur Sud Radio pour l'interview du président de la République sur France 2 qui sera retransmise intégralement et décryptée avec nos invités du soir, Philippe Bilger, Nicolas Corato, Bernard Cohen-Haddad et Ami Rouge. Je l'avais dit, on parlait du régalien. Bernard Cohen-Haddad, l'insécurité, les OQTF, on a beaucoup parlé de la petite Lola notamment, ou de l'affaire de l'agresseur sexuel contre la petite fille de 6 ans à Roanne. Est-ce que là-dessus, Emmanuel Macron, Philippe Bilger disait que c'était son grand échec du premier quinquennat. Il ne va pas être franchement attendu. Bah justement, on va attendre ce qu'il va dire. Je crois que le problème de la sécurité des personnes et des biens, je crois que qui n'a pas dans son entourage un problème de sécurité et d'absence de réponse pénale? Je crois qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. On voit des vidéos sur les réseaux, on l'a vécu nous-mêmes, les uns et les autres. C'est un vrai problème. Le problème, c'est est-ce que les Français veulent de la répression immédiate ou pas? Est-ce que nous avons les moyens de faire appliquer ce que j'appelle la réponse pénale? Parce que sortir des sentences, mais les appliquer, c'est un autre problème. On a, ben oui. On a aussi une criminalité légale et une criminalité réelle. Moi, je me souviens de Jacques Léoté, Philippe Bilger, quel grand pénaliste, qui était mon prof. Pas tout à fait ma philosophie. Non, je le sais bien, mais c'est pour ça que je vous taquine, Philippe, qui était président. Mais il est très doué. Il a été très doué à son époque. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème aujourd'hui d'application des peines, y compris pour les QTF, y compris tout simplement pour la violence classique ou les contraventions. Et ça a été quand même un sujet de la présidentielle de Marine Le Pen qui était sur ce thème-là, et y compris Zemmour, Éric Zemmour, qui était aussi sur ces thèmes-là. Reconquête et le Rassemblement national étaient sur cette ligne-là. Il faut plus de sécurité. Donc ça, c'est un vrai problème. Est-ce que Gérald Darmanin, on peut se le dire entre nous, puisqu'on n'est que nous sur le plateau, bien sûr, dans le studio. Personne ne nous écoute entre nous. Ça sortira pas d'ici. L'étoffe de terroriser les terroristes et ceux qui ne respectent pas les règles, c'est un autre problème. Je crois pas, et je vous le dis bien affectueusement, Gérald Darmanin n'a pas l'envergure de Nicolas Sarkozy. Moi, j'aime beaucoup Nicolas Sarkozy, dans le déplaise de ceux qui nous écoutent. Ça a été un président qui, à un moment, a remis de l'ordre dans l'État, même s'il n'est pas allé jusqu'au bout. On est néanmoins dans une situation un peu différente. C'est la capacité aussi des Français à accepter de l'ordre public plus présent. Ça n'a pas toujours été le cas. Je vous rappelle que lorsqu'on a essayé d'imposer le masque, le pass sanitaire, les gens nous ont parlé de liberticide. Est-ce qu'aujourd'hui, ils veulent plus de police? Et est-ce que l'État a les moyens d'imposer plus de police? Et est-ce que les jupes, cher Philippe, ont les moyens de faire en sorte que les sanctions qu'ils décident, tout simplement qu'ils appliquent, soient appliquées et soient suivies des faits par la police?
On a bien vu malheureusement ce qui s'est passé il y a 24 heures, que c'est ça le problème. Et une pensée peut-être pour cette famille de Lola, parce que je crois que certains ont utilisé de manière scandaleuse la détresse, la peine, la souffrance d'une famille. Il faut arrêter aussi avec cela. Ça s'appelle des politocards. Excusez-moi, pour moi, il faut respecter la douleur d'une famille et aussi de la France, parce que nous avons été tous touchés par un drame dans le 19e arrondissement, quartier que je connais bien, qui aurait pu toucher nos familles. Et moi, là-dessus, excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions. Amir Oushlaidi, sur le régalien, on attend Emmanuel Macron. Oui, je pense que effectivement les Français attendent Emmanuel Macron sur le régalien, mais je crois que c'est le modèle même du régalien qui est mis en cause aujourd'hui. On parlait des PV. Aujourd'hui, si les PV, les Français ont le sentiment que les PV sont mieux appliqués que la lutte contre la criminalité, etc., c'est parce que les PV aujourd'hui ils sont dévolus aux élus locaux. Et ils sont automatisés. Ils sont automatisés, c'est la police municipale. Merci, monsieur Béliard. Mais moi, je pense que le régalien, il y a un moment, il faut remettre en cause le modèle du régalien et peut-être confier aux élus locaux, aux collectivités locales, des prérogatives régaliennes du type police, justice, une justice de proximité, une police de proximité, et que ce régalien devienne quelque chose de plus à hauteur d'homme pour les Français. Aujourd'hui, le régalien est extrêmement éloigné des Français. La police et la justice, concentrées par des ministères et puis par la parole d'un chef de l'État, elle est trop loin des réalités que vivent les Français, alors que les élus locaux, aujourd'hui, ils la vivent au quotidien et puis à hauteur d'homme avec leurs administrés. Et je pense que c'est le modèle du régalien qu'il faut changer. Il faut casser le régalien. Mais comment on peut réconcilier tous ces gens-là, Philippe Bilger? Parce que la population ne supporte plus la police, les forces de l'ordre ne supportent plus les politiques ils s'en prennent un peu plein la figure par tout le monde, les citoyens veulent plus des politiques et tout ça doit fonctionner ensemble. Mais comment on fait? Mais c'est là où je crains d'être totalement en minorité sur ce thème-là, et d'ailleurs ça ne me gêne pas, j'éprouve une étrange volupté à être le seul à avoir tort. Non, je vous dis, c'est révolutionnaire. Je suis très frappé de voir que ce pays a les nerfs à vif tout de même. Et je prends les exemples de Roanne et avant de Nantes. Je ne crois pas que cette justice qui s'exerce par le biais des citoyens démontre moins aujourd'hui la faillite de l'institution judiciaire que le désir des gens de manifester une exaspération face à la montée de la délinquance et de la criminalité. Alors, moi, je n'irai pas, Bernard, je ne vous rejoins pas totalement dans votre admiration de Nicolas Sarkozy, mais c'est vrai que par rapport à d'autres, il a fait des choses, je ne le disconviens pas, mais il n'est jamais allé au bout de ses projets. Et deuxième élément, moi, je dirais, au fond, les Français se rendent compte, me semble-t-il, que l'état de droit actuel, il est tout de même très infirme sur énormément de secteurs, de domaines, et probablement parce qu'il y a une responsabilité, notamment des magistrats, et que l'inexécution des peines est un grave problème, et que, pardon, vous m'arrêtez là, Cécile, parce que je suis... Mais il y a un problème de crédibilité, puisqu'on n'applique pas les peines, effectivement, pourquoi les prononcer, Philippe? Et le fait qu'on a une institution policière qui est en définitive, moi je trouve, à chaque fois qu'elle est confrontée à des situations difficiles, et ça arrive tout le temps, je regrette qu'elle soit quasiment présumée coupable de la part des médias et des politiques. Mais enfin, Nicolas Corrado, est-ce que finalement les Français sont pas perdus dans tous ces sujets? C'est-à-dire que un coup ils veulent ça, puis un coup ils veulent le pouvoir d'achat, puis un coup ils veulent plus de police, puis un coup ils en veulent moins. Enfin, en fait, on sait plus quoi, on sait plus ce qu'on veut. Mais moi, je reviens à cette notion d'apaisement. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter de secouer les institutions, il faut arrêter de secouer les corps constitués, il faut arrêter de cliver. Et qu'on attend peut-être d'un président de la République un peu plus apaisant. Oui, et puis un président qui sait embrasser la totalité de la population, celle qui est fan de lui. Je pense que ça, il sait leur parler, vous le disiez très bien. Mais il faut aussi parler à celles qui ne l'aiment pas, et y compris parler à celles dont il a peut-être considéré à tort et à travers qu'elle ne faisait pas partie de son projet politique. Vous savez, cette impression qu'il a pu donner que finalement son projet pour la France ne concernait qu'une partie des Français et qu'il y en avait une autre qui n'était pas complètement à la hauteur de l'histoire et de l'avenir de ce pays. Je pense qu'il faut qu'il soit dans l'apaisement.
l'hystérisation qu'on voit à propos d'affaires dramatiques est très préoccupante. Parce que moi, je pense aussi qu'il est garant de l'état de droit. Et on ne sera pas d'accord avec Philippe. Moi, je ne pense pas que l'état de droit soit un obstacle au vivre ensemble et à la sécurité. Au contraire, je pense que c'est peut-être la seule figure institutionnelle qui devrait nous rassembler. Et que oui, moi, je suis partisan de la civilisation. Et que la civilisation, ça veut dire que dans un pays, on ne juge pas, dans un procès en 1 heure, l'assassin ou la meurtrière d'une petite fille. Non. Ni sur les réseaux sociaux, que n'importe quel meurtrier présumé est présumé innocent. Qu'il a droit à un avocat. C'est ça qui fait la civilisation. Et c'est ça qui fait que nous sommes un pays très différent de tant d'autres. Et que moi, la loi du talion, je la laisse aller au pays qui applique la charia. Voilà, c'est ça la civilisation. Et moi, j'attends aussi des mots comme ceux-là du président de la République. Je pense que ces mots-là, à un moment, on les attend. Parce qu'on ne peut pas rester avec le débat franchement bas de gamme auquel on a assisté depuis quelques heures et quelques jours sur les plateaux de télévision et de radio. On verra dans un instant justement s'il faut, vous le disiez Bernard, ces réseaux sociaux, cette agora en fait qui parle et qui s'oppose régulièrement. Est-ce que on n'écoute pas, on entendait Emmanuel Macron dire souvent j'entends les gens, mais est-ce qu'il faut arrêter de les entendre, il faut les écouter peut-être. C'est peut-être changer de ça aussi le mot et changer la signification des mots. On revient dans un instant et on est ensemble bien entendu jusqu'à 20h20 direct Sud Radio. Et ce sera Emmanuel Macron en face de Caroline Roux sur France 2. Et tout de suite, conseil de famille, Stéphane Moller. On se retrouve juste après 20h. Sud Radio, édition spéciale. Édition spéciale sur cette émission, cette interview d'Emmanuel Macron en direct sur Sud Radio dans quelques minutes avec nos éditorialistes du jour et avec Philippe Bilger qui posait une vraie question de dire que finalement, est-ce que, si je résume bien ce que vous avez dit sur les retraites, Philippe Bilger, c'est de dire qu'on ne comprend rien en fait et on ne sait pas ce que veulent. Plus exactement, ma chère Cécile, j'avais l'impression dans le débat depuis plusieurs mois que les discussions portaient sur 2-3 thèmes centraux, l'allongement, les cotisations, la pénibilité, que ça semblait permettre une sorte de consensus, comme si au fond il pouvait y avoir des évidences sur ces données-là, mais apparemment c'est faux de ma part, puisque il y a une dispute considérable sur le projet. Bernard Cohen-Haddad qui est un peu seul contre tous, là. Non, je suis pas seul contre tous, mais je partage ce que vient de dire Philippe Bilger, c'est-à-dire que on a des accords sur est-ce qu'il faut ou pas allonger l'âge du travail, la durée du travail, tout simplement. Est-ce qu'on doit travailler jusqu'à 63, 64, 65 ? Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui est-ce que les Français peuvent accepter de travailler jusqu'à 65 ans ? Moi, je ne le crois pas. Est-ce qu'on a, et Amiro, je l'évoquais tout à l'heure, et c'était en écho à ce que disait Philippe, est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer que nos retraites ne sont pas financées par le système de répartition ? Parce que c'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas, en revanche, encourager le système de capitalisation ? Ça fait des années qu'on en parle. Moi, ça fait des années, ça fait 30 ans qu'on parle de la capitalisation. Excusez-moi, je suis assureur, c'est mon métier. Il n'est pas fait. Ça existe pour les fonctionnaires depuis des années. C'est la préfond et le CREF. Exactement. Mais ceci étant, il y a le plan d'épargne retraite, il y a l'épargne salariale, il y a la participation qui peut aider, en tous les cas, à compenser ces problèmes d'inflation et de rémunération. Et enfin, est-ce qu'on est d'accord pour mettre un coup de canif dans le contrat social, parce que c'est ça, et ça fait écho à ce que disait Nicolas. Est-ce qu'on est d'accord pour mettre du désordre alors que les Français veulent de la paix, de la pause et de la concorde ? C'est ça le problème. Est-ce que justement, outre les retraites, il n'y a pas la question économique, le pouvoir d'achat et l'inflation qui va être posé au président de la République ce soir, on l'espère, puisque quand on voit que sur certains produits, les produits alimentaires, on en avait parlé dans les vraies voix, Cécile, on est à 10%, voire 11% d'augmentation. Amirouche l'a dit, est-ce que c'est pas vraiment aussi un point sur lequel on l'attend ? Oui, c'est ça. Si, d'autant que au moment où, je sais pas si vous vous souvenez, mais sur la période Covid, il y a beaucoup de Français qui ont accepté des réductions de salaire ou en tout cas des non-augmentations de leur salaire. Si à ça vous ajoutez donc 3 ans de non-augmentation, non-indexation des salaires à l'inflation, c'est sûr que là vous avez des Français qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, mais même pas les 15 premiers jours les entrepreneurs aussi, Amirouche, beaucoup d'indépendants et des professions libérales. Oui, parce qu'on parle toujours des salariés. Les chefs d'entreprise aussi, évidemment, les chefs d'entreprise aussi. Mais les chefs d'entreprise sont aussi français, sont en tout cas des citoyens. Mais je crois aussi que les Français sont inquiets de voir leurs entreprises menacées.
C'est-à-dire que ce clivage entre des Français d'un côté et les entrepreneurs de l'autre, il est un peu ancien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit que les entreprises sont menacées par la hausse des prix de l'énergie, par la récession mondiale qui s'annonce, par l'inflation, ça inquiète d'autant plus les Français qui sont les salariés de ces entreprises. Donc, d'une certaine manière, y compris dans le public. Donc, d'une certaine manière, il y a une grande peur, générale, je crois que la grande peur des fins de mois, elle devient, et ce qui est nouveau, c'est qu'elle devient universelle chez les Français. C'est-à-dire que, quelle que soit la catégorie sociale, tout le monde se demande à quelle sauce il va être mangé. Et y compris dans les catégories sociales les plus importantes, il y a un sujet dont on ne parle pas, mais qui est majeur, c'est l'avenir de l'épargne des Français. Oui. Parce qu'avec 6 points d'inflation, je me tourne vers notre assureur, quand vous avez votre épargne placée en assurance vie à 1 point, vous perdez 5% par an de votre épargne. Et on n'a jamais autant épargné depuis la Covid-19. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc tout le monde est concerné. Rendez l'argent. La peur sur l'argent, la peur des fins de mois, elle devient universelle. Et un mot quand même sur les plus précaires. Toutes les associations tirent la sonnette d'alarme. Il y a des familles à la rue, il y a des jeunes étudiants à la rue, il y a des jeunes étudiants et des familles dans les aides alimentaires comme on n'en a jamais vu dans ce pays. Oui, les entreprises peuvent plus donner. Et la pauvreté est en train de devenir quasi endémique dans certaines régions de France. Il y a un vrai sujet. Je ne sais pas si le président aura un mot, aura une action à proposer là-dessus, mais on ne peut pas accepter que des familles soient à la rue en France aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut pas dire, là c'est une question vraiment, on a eu les gilets jaunes à la suite de certaines données, normalement devant un tel état de la France, est-ce que vous craignez véritablement une explosion sociale qui serait incommensurablement plus violente et d'une certaine manière plus justifiée que celle d'hier ? L'irruption des Gilets jaunes, il faut se souvenir que les syndicats ne l'avaient pas vu venir. Et c'est là le danger. Si les syndicats jouent leur rôle, si les partis tiers jouent leur rôle, peut-être qu'ils vont accompagner cette explosion sociale qui se traduira peut-être sous forme politique, sous forme aussi de manifestations, de revendications, etc. On voit quand les politiques le font, ça fonctionne pas. Quand là, la NUPES, la grève générale, on a vu que ça fonctionnait pas. Donc c'est vraiment décorrélé de la politique. Non, mais c'est ce qu'a illustré les Gilets jaunes. Ils voulaient sortir des représentations classiques des politiques et ils voulaient de nouvelles représentations. On est en intervention de jacquerie des intermédiaires, Cécile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les syndicats sont très peu représentatifs, quels qu'ils soient. Les partis politiques non plus. On le voit bien avec Jean-Luc Mélenchon qui a fait un bid la semaine dernière, le mardi. Et en revanche, on est sur une arrivée de nouveaux pauvres, et moi je fais une référence avec le premier septennat de François Mitterrand, où c'était Laurent Fabius qui était là, on parlait de nouveaux pauvres, c'est-à-dire des classes moyennes qui travaillent et qui ne s'en sortent pas à la fin du mois. C'était au milieu des années 80. Voilà, exactement. Philippe qui a toujours... il a la mémoire. Mais non, mais il est intarissable là-dessus, et incollable, mais c'est vrai qu'on arrive sur des classes moyennes qui travaillent, qui n'arrivent plus à payer parce qu'elles ont des charges récurrentes, parce qu'elles ont des emprunts pour leur maison, tout simplement, pour l'école, pour les charges de tous les jours. Et ça, c'est extrêmement grave. Mais ce désenchantement, Nicolas Corato, c'est dramatique, en fait. Vous avez raison de prononcer ce mot, parce que moi, je ne sais pas s'il y aura une explosion sociale, et peut-être qu'il n'y aura pas d'explosion sociale. Ce qui est très, très inquiétant, c'est que 2 mois de Noël. On parlait des enchantements. La Fondation Jean Jaurès, en décembre 2021, sortait une étude sur la grande fatigue des Français, qui est liée aussi au Covid, qui est liée aux épreuves qui ont été traversées, mais qui m'inquiète beaucoup plus finalement que l'explosion sociale éventuelle. C'est cette fatigue que Fabrice Arfi ensuite décrit comme une fatigue y compris démocratique, le journaliste de Mediapart. Et je pense que ça doit nous inquiéter bien plus que d'éventuelles explosions sociales ou retour des gilets. Oui, parce que qu'est-ce que ça veut dire une fatigue? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fatigue généralisée? Qu'est-ce que ça veut dire sur la capacité de production, d'innovation, d'éducation, mais aussi la capacité d'un pays à rester uni dans un régime démocratique? Moi, je pense que c'est ça qui devrait nous inquiéter et qui devrait inquiéter le président de la République. Les Français, la France est profondément fatigué, et un pays qui est fatigué, c'est un pays qui est en danger. Bien sûr. Juste compléter, effectivement, ça se traduit effectivement par la difficulté contre les entreprises de recruter. On a vu que l'effet Covid a poussé énormément de gens à essayer de trouver un sens dans leur vie autre que par le travail ou en changeant de travail, etc. On voit le taux de malades liés aux maladies psychiatriques, psychologiques, etc. a augmenté, explosé même. Et on voit qu'effectivement, le grand danger, c'est que cette explosion, elle soit une implosion, mais très sourde.
et que ça ait des conséquences la durables. conséquence, ce sera l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Faut pas attendre, on va pas tourner autour du poids. Non, c'est ça qui peut. Enfin, la désespérance, la perte de sens. Moi, je vois ça, la capacité des Français à ne pas croire en demain qui sera meilleur. C'est quand même extrêmement grave dans un pays qui est un pays qui a été porteur d'innovation et aussi des lumières, il faut quand même le dire. Or, aujourd'hui, là, je rejoindrai Nicolas, la désespérance durable, c'est la désespérance non seulement pour maintenant, mais pour nos enfants, et c'est ça qui est grave. Pardon, allez-y Philippe. Pardon. Est-ce que cette lassitude, c'est très juste, Nicolas, cette morosité démocratique, elle ne vient pas paradoxalement du fait qu'on n'a plus de débat public et politique digne de ce nom? Je parle même pas de ce qui se passe à l'Assemblée. Moi, je trouve que ça semblait apporter un peu d'espoir d'avoir une majorité relative, mais c'est comme si les Français en permanence étaient frustrés parce qu'ils ne pouvaient pas discuter à armes égales avec le pouvoir, et que celui-ci, d'où là, vous évoquez, ou c'est vous Bernard tout à l'heure, le nombre de Français qui apparemment se désintéressent de la politique. Ça devient hallucinant. Est-ce qu'il y a un modèle, si on prend un peu de hauteur, en Europe par exemple, sur lequel on pourrait s'appuyer en disant on peut peut-être essayer de refaire ou faire redémarrer sur un pays qui lui a mis en place des choses? Est-ce que Nicolas en social, ou Bernard? Cécile, j'étais à Suresnes la semaine dernière pour les assises du dialogue social. C'est pour ça que je rends hommage à Béatrice de la Vallée. Non, mais parce qu'on a eu un vrai débat. C'est le Davos du social en Ile-de-France, et je trouve que c'est assez intéressant. Je rends hommage à ce bon moment qu'on a passé ensemble. Et trop souvent, on en a parlé avec les experts, moi qui ne le suis pas, c'est que jusqu'à présent, on nous montrait la Suède, l'Allemagne. Oui. Et aujourd'hui, on avait tendance à nous dire que nous n'étions pas l'Espagne ou le Portugal. Et pourtant, dans ces pays du Sud, on a à apprendre aujourd'hui. Ils sont parfois beaucoup plus en phase avec leur population que nous-mêmes. Donc, Cécile, je ne crois pas qu'il y ait de modèle, parce que tout simplement, on n'est pas les Allemands, on n'est pas les Danois, on n'est pas les Suédois, on n'est pas les Belges, on n'est pas, comment dirais-je, les Portugais ni les Espagnols. Et en revanche, les Français ont un modèle à part qui est un contrat social avec beaucoup d'aide, beaucoup de soutien en matière de santé aussi. Ce qu'il faut, c'est est-ce que les Français sont prêts à faire un effort financier pour remettre de l'argent dans le système? Et aujourd'hui, je ne le crois pas. Ouais, Le modèle social français, il peut survivre dans la mondialisation et dans l'Europe? Nicolas Corato. Il serait déjà mort depuis longtemps. S'il ne savait pas survivre et s'adapter à la mondialisation. Moi, je trouve que c'est, pour employer un mot à la mode, c'est un modèle extraordinairement résilient, envers et contre tous ceux qui ont essayé de le tuer, et envers et contre nous-mêmes, qui avons peut-être parfois abusé de ce modèle social. Ce modèle social, il existe toujours, il a toujours une évidence, et d'une certaine manière, il crée aussi cette cohérence sociale, c'est-à-dire qu'on s'y reconnaît tous dans ce modèle social, et le Covid a permis aussi de le redécouvrir, d'en redécouvrir les faiblesses, mais aussi les admirables qualités. Franchement, on est sorti du Covid. Et on l'espère qu'on est sorti définitivement, je l'espère, du Covid, mais on est sorti du Covid parce qu'on a su redécouvrir notre modèle social. Je vais certainement vous poser une question, c'est peut-être un peu le monde des bisounours, mais est-ce que c'est pas aussi le rôle des politiques, finalement, des extrêmes, de s'adoucir un peu en disant on va tous dans le même sens? Parce que là, à force de s'entretuer, entre guillemets, dans des débats, c'est les Français qui trinquent. Est-ce que c'est pas aussi aux politiques de rabaisser un peu le débat et d'arrêter ces invectives les uns vis-à-vis des autres? Alors c'est surtout très bisounours. Non, mais très certainement, mais je pense que les politiques comprennent encore moins les effets de la mondialisation, notamment sur notre modèle à nous, parce que effectivement, on peut défendre la mondialisation, mais en même temps défendre un modèle spécifique français, un modèle social. Et je crois que nos politiques, malheureusement, ils ne comprennent pas le choc de la mondialisation et ne comprennent pas l'intérêt de défendre notre modèle par rapport à la mondialisation. Et je pense que c'est les Français, au contraire, c'est les Français de tous les jours qui leur rappellent quel est notre modèle. Je pense qu'ils ont déjà dissous notre modèle dans le phénomène de la mondialisation. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Bernard? Oui, je crois que, il y a quelques mois, j'avais écrit un papier à la recherche de la qualité perdue de la parole publique, Cécile. Donc je crois qu'on en est là et qu'on a besoin d'autre chose que des invectives,
du dialogue, de la construction législative et aussi de l'écoute. Il faut que les politiques écoutent et qu'ils s'écoutent entre eux-mêmes. Ce qu'on voit le mercredi ou le mardi à l'Assemblée nationale. Moi, je suis un républicain. Je suis un républicain, je suis un démocrate. Il y a des moments, je me dis, mais je suis pas au cirque, quoi. Et je suis même déçu de cela. Mais est-ce que ce ne sont pas les nouveaux politiques, par exemple, de se dire de prendre des gens de la société civile, finalement, alors qu'avant on avait des vrais politiques qui avaient un vrai discours? Est-ce que finalement on a voulu que ça change et prendre des gens de la société civile? Est-ce que ils sont en capacité, alors c'est une vraie question, est-ce qu'ils sont en capacité justement de gérer cette crise qui est terrible, qui n'était pas le cas à l'époque? On avait des ténors, on avait l'impression que c'était plus facile, même si vu de notre fenêtre c'est pas le cas, mais est-ce que c'est pas ça aussi qui a changé? Moi je pense qu'il faut pas opposer les politiques dont c'est le métier, parce qu'ils durent des décennies. Il en reste plus beaucoup quand même. Il y en a quand même beaucoup à aller voir au Sénat. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer simplement. Je pense que maintenant il faut raisonner à hauteur d'homme. Aujourd'hui les débats c'est une chose. Je pense que les Français, qu'ils en ont un peu ras-le-bol des débats. Oui. Et pourquoi ils les regardent en boucle sur les chaînes de télé? Non, mais parce qu'ils ont une appétence pour la politique, et puis aussi pour la chose publique, pour la chose publique, pour l'intérêt général, la res publica. C'est pas forcément le débat. Cécile, je suis pas trop d'accord sur la société civile. Je pense qu'on peut être de la société civile. Philippe David est un exemple, avoir de la culture. Non, mais c'est vrai. Je crois que c'est un problème tout simplement de parole publique, et je crois qu'on peut être de la société civile, avoir l'intérêt général. Mais je le dis puisque c'était une question. C'est bien aussi d'essayer d'y répondre. Je crois que l'invective n'est pas exclusive d'un mandat. Je crois qu'au contraire, on voit bien qu'il y a des élus de proximité aujourd'hui qui font un travail exceptionnel. La difficulté, c'est que pour se faire connaître, il faut être excessif. Il suffit d'avoir Madame Rousseau. Moi, j'étais là avec Nathalie Arthaud qui nous disait que le travail est une prison. Donc, vous voyez qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de faire le buzz avec des mots qui peuvent blesser. Surtout quand vous avez une tribune. Surtout quand on a une tribune qui est tout simplement d'essayer de faire progresser la société et surtout de rendre service aux Français. C'est ça ce qu'on attend des politiques, et qu'ils soient de la société civile. Et moi, j'ai même plus confiance en des élus qui viennent du terrain qu'en des élus dont la carrière a été uniquement d'être élu. Est-ce qu'on a perdu finalement le sens des choses depuis qu'on a arrêté le cumul des mandats, par exemple? Est-ce qu'on a perdu ce terrain que les gens aimaient bien de rencontrer, de se dire qu'ils étaient dans l'hémicycle, mais qu'ils allaient venir vous serrer la main, à part des petites réunions à droite et à gauche? Est-ce qu'il y a des politiques hors sol parce qu'effectivement ils siègent dans des assemblées un peu éloignées de la réalité des Français? Parce que c'est un truc qui revient assez souvent, là, le cumul des mandats. Moi, je crois pas. Je pense qu'on peut vivre les réalités des Français en étant à l'Assemblée ou au Sénat. Je pense qu'on a perdu, et je rejoins mon collègue à côté de moi, on a perdu le sens de l'intérêt public. À un moment, et l'intérêt du pays, quoi. Il y a un moment, prime l'intérêt public. Il est 20h30, Caroline Roux prend l'antenne. Merci, on va messieurs. la prendre dans quelques instants. Merci messieurs, vous restez avec nous. On retrouvera également Philippe Bilger, puisque le président de la République part tout de suite sur France 2. En direct sur Sud Radio.